Cet exposé se propose de porter un regard critique sur les stratégies mises en œuvre par les pays du nord de l'Europe, leurs résultats et leurs limites. Il permettra ainsi de lancer le débat sur le fait que, au vu de la situation de ses concurrents, la France a encore une carte à jouer. Alors, la dynamique des filières porcines du nord de l'Europe a été rendue possible par la conjonction d'un ensemble de déterminants. Tout d'abord, des principes admis par tous les acteurs de la filière ont permis la détermination et le suivi d'une stratégie offensive. En effet, lorsque l'on partage les mêmes principes de base de manière consensuelle, il est plus facile de déterminer un réel consensus, de s'y tenir et de définir une stratégie pour aller de l'avant. Alors, les nombreuses études que nous avons réalisées ces dernières années sur les pays du nord d'Europe, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, accompagnées d'entretiens avec les divers acteurs de ces pays, nous ont permis de constater que dans ces pays, le porc est réellement considéré comme un secteur économique stratégique dont il faut défendre la compétitivité. Certes, au Danemark, la production porcine représente 30% de la production agricole finale du pays, du chiffre d'affaires de l'agriculture, 13% en Allemagne, 11% aux Pays-Bas, soit un peu plus qu'en France, où sa part est de 5%. Deuxième principe communément admis, la compétitivité est européenne, voire mondiale, il faut s'atteler à essayer de produire au coût le plus bas. Alors, sur la base de ces deux principes, la stratégie peut se résumer de manière extrêmement simplifiée en deux points principaux: maintenir, voire développer le potentiel de production et restructurer la production pour faire face aux challenges économiques et réglementaires. Et ces dernières années, en effet, dans ces pays, une sélection extrêmement sévère des élevages les plus efficaces s'est opérée, acceptée par la profession et mise en œuvre par les banques et les pouvoirs publics. Enfin, ces pays du nord de l'Europe ont su saisir les opportunités que leur offraient leurs évolutions respectives en fonction de leurs atouts et contraintes propres. Ainsi, le nord-ouest de l'Allemagne a vu ses abatteurs développer leurs capacités, on a vu un peu pourquoi, moderniser leurs outils, créant un appel de porc, un besoin en porc. Les éleveurs allemands ont massivement investi dans des ateliers d'engraissement, largement alimentés par des porcelets en provenance du Danemark et des Pays-Bas, qui, eux, pour diverses raisons, se spécialisaient en même temps dans le message. Alors, premier effet visible de cette stratégie, la production dans les pays du nord de l'Europe a fortement augmenté, alors qu'en France, elle peinait à se stabiliser. Ce graphe présente l'évolution par rapport à une base 100 en 2000 de la production porcine dans les pays en question. On constate que la production a augmenté régulièrement et de manière très significative en Allemagne, plus 26% en 10 ans. Au Danemark, après une période très dynamique, le pays a été très fortement touché par la crise financière de 2007. Et enfin, aux Pays-Bas, face à une situation environnementale devenue totalement ingérable, les pouvoirs publics ont autoritairement réduit la production en 2000, au début des années 2000, et depuis 2003, pour diverses raisons, la production est repartie nettement à la hausse. Alors, la croissance de la production, généralement, se fait dans les régions où le porc est déjà très présent. En termes de densité porcine, on constate que la Bretagne se situe à peu près entre le nord-ouest de l'Allemagne, principal bassin de production de l'Allemagne, et le Danemark, dans des zones de densité assez proches, 400 à 500 porcs par kilomètre carré de SAU. Par contre, le sud des Pays-Bas, qui concentre l'essentiel du cheptel, atteint une densité de près de 2000 porcs par kilomètre carré. Deuxième effet de cette stratégie, une réelle métamorphose des élevages de porcs s'est opérée dans ces pays ces 10 dernières années. Alors, la stratégie danoise et néerlandaise en particulier s'accompagne de la promotion d'un modèle d'élevage considéré comme plus performant. Il est de très grande taille. La taille moyenne des élevages de truies au Danemark est de 635 truies, 420 truies aux Pays-Bas, contre 190 truies en France aujourd'hui et 140 en Allemagne. L'activité de l'atelier est spécialisée en essaim ou en engraissement, et ce modèle d'élevage s'accompagne de flux d'animaux vivants considérables. Rien que pour l'export, les Pays-Bas et le Danemark ont exporté en 2010 plus de 18 millions de porcs vivants, dont près de 14 millions de porcelets, ce qui fait à peu près 360 000 porcs qui traversent les frontières chaque semaine, sans compter des flux intra-régions, inter-régions dans les pays.
Ce phénomène d'exportation de porcelets est en pleine expansion. Le nombre de porcelets exportés par le Danemark a été multiplié par 6,6 en 10 ans pour atteindre 7,5 millions de porcelets, dont près de 80% en Allemagne, et il a quasiment doublé aux Pays-Bas pour atteindre 6,4 millions de porcelets, dont la moitié en Allemagne. La restructuration de la production s'accompagne logiquement d'investissements, de modernisation et de mise aux normes. Aujourd'hui, on considère qu'entre 70 et 100%, enfin les chiffres sont à peu près flous, mais qu'une très large partie des truies sont aux normes au Danemark et aux Pays-Bas, contre à peu près un tiers en France et la moitié en Allemagne. La sélection des élevages et les investissements se traduisent par un progrès rapide des performances techniques. En guise d'illustration, un éleveur danois ou néerlandais va produire environ 140 kg de carcasses par heure de travail, quand un Français ou un Allemand en produira une centaine. Alors si ces stratégies apparaissent comme une réussite à certains égards, croissance de la production, modernisation des élevages, amélioration des performances techniques, elles se heurtent de plus en plus ces dernières années à certaines limites, voire difficultés. Tout d'abord, la croissance du cheptel et sa concentration finit par porter atteinte à l'environnement et au paysage et à poser des réelles questions, voire des risques pour la santé animale et humaine. Dans chacun des pays, les pouvoirs publics sont intervenus de manière plus ou moins autoritaire pour freiner ce phénomène, voire y mettre un terme. Instauration des droits de port aux Pays-Bas pour contingenter le cheptel porcin, loi de restructuration spatiale pour essayer de réorganiser l'élevage intensif à l'échelle du territoire, obligation de lien au sol de l'élevage au Danemark, et en Allemagne, débat actuel très vif sur la loi sur le permis de construire qui était suffisamment souple pour permettre un développement très important des élevages. Par ailleurs, le modèle d'élevage promu, les méga-fermes, comme les appellent les Néerlandais et les Allemands, finit lui aussi par rencontrer l'opposition de la population pour des raisons de santé et bien-être animal, de risques pour la santé humaine, d'atteinte à l'environnement et au paysage, et aussi deux modèles d'élevage que la population juge trop grands et trop industriels. Là aussi, face à la contestation sociale, les pouvoirs publics ont réagi, aux Pays-Bas en plafonnant la taille des élevages, du moins dans certaines régions, et en organisant un réel débat entre tous les acteurs de la société. Et en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, alors indirectement au travers des lois sur les risques incendies et au travers d'un vaste programme de travail sur le bien-être animal. La fragilité de la croissance de la stratégie danoise repose quant à elle sur son mode de financement. La création et la modernisation des porcheries ont été largement financées par des prêts très longue durée, généreusement octroyés par les banques, moyennant la garantie sur le foncier, dont on voit l'évolution par rapport à une base 100 qui était, je ne me rappelle plus trop, à peu près en 2006. Sauf que ce système présente deux effets pervers majeurs. Tout d'abord, des frais financiers astronomiques à payer par les éleveurs qui grèvent leurs résultats. Et deuxièmement, ce système reposait sur une forme de spéculation sur la valeur des terres, dont on voit qu'elles avaient gagné 60% en 3 ans, une course en avant. Et avec la crise financière, le marché s'est retourné, moins 40% en 2 ans. Les éleveurs se retrouvent en défaut de garantie, n'ont plus accès au crédit, d'autant que les banques sont elles aussi dans des situations très difficiles. Enfin, dans cette compétition extrêmement féroce que se livrent ces pays, cette course effrénée à la taille et à la concentration des élevages, les éleveurs et les acteurs semblent montrer quelques signes d'essoufflement. Comme si finalement les ressorts étaient tendus à l'extrême et que les marges de progrès apparaissent désormais limitées. Face à ce constat d'une compétition internationale qui devient finalement intenable, les filières essayent de chercher de nouvelles orientations, notamment au travers de la démarcation de l'image, des spécifications des produits nationaux en termes de bien-être animal, d'environnement, vis-à-vis du standard, lui, soumis à cette compétition internationale. Ainsi, l'abatteur Vion aux Pays-Bas a misé sur le label Beter Leven de l'ONG néerlandaise reconnue Beter Beschreving. Weissfleisch en Allemagne a créé son propre logo, Action Tiervoll, et au Danemark, les élevages sont désormais classés en fonction de la qualité de leurs pratiques d'élevage, en termes notamment d'utilisation des antibiotiques et de mortalité.
Alors en conclusion, les stratégies opportunistes et risquées des concurrents du nord de l'Europe semblent en tout cas rencontrer aujourd'hui leurs premières limites. Pendant ce temps-là, la France dispose, et ce n'est pas de la méthode Coué, c'est une vérité, de nombreux atouts. C'est une grande nation agricole avec beaucoup d'espace, beaucoup de terres, contrairement à certains de nos concurrents, un marché de consommation important, un réel savoir-faire à tous les stades et des coûts de revient dans la concurrence. En bref, il existe aujourd'hui un espace de remobilisation pour la filière porcine française qu'elle doit s'approprier maintenant ou alors jamais.